Bonjour à nouveau à tous les nouveaux arrivants. Bienvenue sur ce webinaire. J'espère que vous nous voyez tous, que vous nous entendez tous. Vous nous faites un petit pouce dans la zone de chat si ça fonctionne bien. Ou sinon, vous nous faites part de vos problématiques. Nous allons démarrer. Donc, bienvenue sur ce webinaire dans lequel nous allons parler de la gouvernance d'entreprise. Je suis Joëlle Ciblot, directrice de l'ingénierie patrimoniale du CIC Nord-Ouest. Bonjour à tous, j'enlève le masque. Je suis Caroline Leviez, fondatrice de Ma Gouvernance. Alors, lorsqu'on parle de gouvernance d'entreprise, le sujet est vaste. Vous allez découvrir au cours de cette heure que nous allons passer ensemble, avec 45 minutes d'exposé par Caroline et moi-même et 15 minutes laissées aux questions-réponses. Durant notre intervention, bien entendu, nous vous invitons à poser vos questions, réagir dans la zone de chat prévue à cet effet. Je vous indique également que ce webinaire est enregistré et que vous recevrez le replay sur les adresses qui vous ont servi à vous connecter aujourd'hui. Alors, concernant le cadre de notre intervention, nous allons aborder un certain nombre de sujets thématiques. Alors, excusez-moi parce qu'il faut que j'allie l'image et le son. Donc, voilà. Un certain nombre de choix thématiques complémentaires qui vont servir finalement à construire un processus de gouvernance. Alors, l'objectif, ce n'est pas de vous dresser un catalogue de bonnes pratiques pour faire une bonne gouvernance. De toute façon, il n'y a pas vraiment de bonne gouvernance. Il n'y a que celle qui est adaptée aux besoins de votre entreprise. Mais notre objectif, c'est plutôt de vous fournir des clés de lecture, de nourrir des réflexions et des échanges autour de ce qu'est la gouvernance, à quoi elle sert et quels sont les outils en fait, qui l'aident à se structurer. Et puis également, on abordera un certain nombre de sujets qui sont de véritables enjeux pour la gouvernance parce qu'ils viennent impacter très fortement les modèles traditionnels de gouvernance. Le format que nous vous proposons est un format en série avec 6 épisodes, dont ce premier webinaire aujourd'hui que nous avons intitulé « Exploration ». Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est destiné à fournir le cadre général de notre intervention et de fournir en fait, les bases de la détermination d'un processus de gouvernance. Et puis, nous avons 5 autres webinaires qui seront beaucoup plus thématiques. Vous l'avez à l'écran, vous avez les dates et les thématiques, au cours desquels nous avons des dirigeants d'entreprises qui viendront témoigner, nous apporter leur expérience. Et d'ores et déjà, Caroline et moi-même, nous tenons à les remercier d'avoir accepté de se livrer à cet exercice. Voilà, écoutez, sans plus attendre, je vous propose que nous rentrions dans le vif du sujet. Bien, merci. Bonjour et bienvenue à tous. Alors, il ne vous aura pas échappé que depuis quelques mois, nous traversons une ère de perturbation pour les entreprises et la pandémie actuelle met gravement au défi tous les aspects de notre société, tous les secteurs économiques, les gouvernements, les organisations. Ces bouleversements qui sont sociaux, sanitaires et humains, ils vont continuer à se répercuter dans le monde pour encore de nombreux mois sans que l'on puisse quantifier réellement quels vont être les coûts ultimes. Ce que l'on pense quand même, tout de même, et ce que l'on voit, c'est qu'au niveau des entreprises, on va avoir 2 tendances. Une première tendance avec des entreprises qui ne vont pas s'en remettre, qui ne vont pas surmonter la crise, et d'autres entreprises pour qui cette crise va être une opportunité, un réveil, et qui vont prendre plutôt la voie du renouveau. Alors, dans les entreprises qui vont s'orienter plutôt vers la voie du déclin, on va s'apercevoir dans les entreprises familiales qu'on va avoir plutôt des divisions entre les membres de la famille, des actionnaires qui sont divisés, un fonctionnement d'entreprise qui va être entravé, et tout ça va créer des scissions durables et va être destructeur de valeur pour l'entreprise. Et dans le cas inverse, des entreprises qui vont plutôt prendre la voie du renouveau et se saisir de cette crise pour en faire une opportunité. Dans les entreprises familiales, on va constater qu'il y a un rapprochement entre les membres de la famille et les actionnaires et aussi l'équipe dirigeante. Et plus largement dans les entreprises, dans ces entreprises qui réussissent, on revoit les priorités, on identifie les changements qui sont nécessaires et tout ça, ça va être plutôt créateur de valeur et ça va permettre l'innovation. Le déterminant clé pour surmonter cette crise, ça va être la résilience. Et cette résilience, elle est commune à toutes les entreprises, qu'elles soient familiales ou non, et elle est créée
au moyen de la gouvernance et elle comprend 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est de disposer de ressources adéquates, donc des ressources matérielles, de disposer de la confiance aussi et de la compétence. D'avoir une direction qui est forte, donc ce qu'on va appeler le leadership de confiance, et une bonne structuration des accords et des process de décision. Ce qu'il est intéressant de voir au niveau de la gouvernance en cette période de crise, c'est que finalement aussi cette pandémie de Covid qui est arrivée de façon assez subite, elle a permis à beaucoup d'entreprises de prendre conscience de leur fragilité. Et ce qu'on voit, c'est que dans cette période actuelle, elles sont nombreuses à avoir pris conscience de la valeur ajoutée de la gouvernance et se sont saisies du sujet pour mieux la travailler. On a vu que beaucoup de conseils d'administration ont travaillé en bonne intelligence et se sont très vite mobilisés pour la survie de leurs entreprises, ont travaillé d'emblée tout ce qui était sujet de plan de continuité d'activité, de plan de reprise d'activité, et en ont profité également pour revenir sur un meilleur alignement entre les actionnaires et la réflexion stratégique. Et donc ça, on voit que c'est quand même une force, et ce sera sûrement un des effets positifs du Covid sur la gouvernance, c'est que ça aura rendu ce sujet beaucoup plus important, ça lui aura donné beaucoup plus d'importance que ce qu'il n'en avait dans le passé. Alors, passons sans plus attendre sur le vif du sujet. La gouvernance, c'est un mot qu'on a souhaité vous expliquer en préambule. Alors, on ne va pas reprendre toutes les définitions. C'est un concept qui est très large. C'est un mot mutant, c'est un mot valise. Il est plutôt difficile à comprendre sans explication pour le grand public parce qu'il porte plein de sens différents selon les métiers et les organisations. On entend parler de gouvernance mondiale, de gouvernance de la sécurité, de gouvernance informatique, de gouvernance dans les associations. Le sujet pour nous ici, on l'a rappelé en préambule, c'est bien de parler de gouvernance de l'entreprise. La gouvernance, ça vient du mot gouvernail, et dans le contexte d'aujourd'hui, c'est plutôt bien adapté, puisqu'on va parler de pilotage de l'entreprise. Alors, la gouvernance, elle peut prendre différentes formes et surtout, elle peut muer dans le temps. Elle va muer en fonction des contraintes du moment et des événements marquants de la vie d'une entreprise, que l'on soit en phase de création, en phase de croissance organique, de croissance externe, d'ouverture du capital, d'internationalisation ou de transmission. Elle peut prendre aussi de multiples visages. Elle peut être interne ou externe, formelle ou informelle, stratégique ou opérationnelle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la gouvernance d'une entreprise n'est pas semblable d'une entreprise à l'autre. On va prendre l'exemple de la gouvernance des premières années d'une start-up qui est ancrée dans l'innovation. Ce ne sera pas celle d'une multinationale industrielle, ni celle d'une activité qui sera très fortement consommatrice de capitaux, ni celle d'une entreprise qui nécessite des effectifs importants ou celle d'une entreprise familiale. Elle peut être la gouvernance très ancrée au sommet de l'entreprise, c'est celle qui sera illustrée par l'équilibre des pouvoirs entre le pouvoir directionnel, le pouvoir de contrôle et le pouvoir de surveillance. C'est notamment le cas, on le verra plus tard, dans les sociétés anonymes. Mais elle peut aussi faire référence à des modèles beaucoup plus ouverts, type holacratie, qui sont des modèles assez nouveaux, qui sont des modèles de gouvernance managériale responsabilisants. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces modèles ne sont pas incompatibles entre eux, ils peuvent se superposer. Vous en avez entendu parler récemment dans l'actualité avec Danone. Danone est une entreprise qui a superposé plusieurs modèles de gouvernance puisqu'il y a un PDG avec un conseil d'administration. C'est une entreprise qui a un modèle de gouvernance managériale holacratique et qui de surcroît, est devenue une entreprise à mission. Donc voilà, donc un des grands enjeux aujourd'hui de la gouvernance, pour conclure sur cette slide, c'est que il faut réussir à trouver cet équilibre entre, au niveau du management, une ouverture plus large de la prise de décision et du niveau de responsabilité de chacun, réussir quand même à conserver un équilibre des 3 pouvoirs, on l'a dit, le pouvoir exécutif, le pouvoir actionnarial et de surveillance, et également prendre en compte de façon plus large les intérêts des parties prenantes dans l'élaboration de la stratégie. Alors revenons
plus précisément sur les préoccupations du dirigeant. Aujourd'hui, on va mettre le focus plutôt sur la gouvernance d'accompagnement, celle qui va venir en soutien du dirigeant et comment elle se rend efficace. Et ensuite, nous ferons un focus avec Joël sur les outils, quelques outils qui peuvent aider le dirigeant à structurer sa gouvernance. Quand on crée une entreprise, il est normal d'avoir plein de questions en tête sur la conduite de son entreprise. Et on sait que le dirigeant est bien souvent seul, même s'il a du monde autour de lui, des collaborateurs. Et on sait que cette solitude, elle peut empêcher d'oser, elle peut faire qu'on reste la tête dans le guidon et qu'on ne voit ni les opportunités, ni les dangers qui guettent l'entreprise. Et donc, une des premières recommandations qui vont permettre de sortir de cette solitude, ce sera de mettre en place ce que l'on appelle une gouvernance d'accompagnement qui va prendre la forme d'un conseil. Son rôle à ce conseil, ça va être de s'assurer que l'entreprise dispose d'équipes compétentes, solidaires et mobilisées sur la réussite d'un projet partagé, dotées d'une vision claire et cohérente, garantissant la réussite de l'entreprise dans la durée, la croissance et la sécurité du patrimoine. Alors, face à ces questions qui sont très fréquentes, en général, viennent après le temps des idées reçues sur la gouvernance. Et aujourd'hui, on a voulu, avec vous, démonter ces idées reçues que tout à chacun peut avoir sur la gouvernance. Une des premières idées reçues, on a des dirigeants qui nous disent « Oui, mais moi, je n'ai pas besoin d'une gouvernance ou d'un conseil puisque j'ai déjà une assemblée générale. » Et c'est une erreur assez fréquente de confondre le rôle d'un conseil stratégique avec celui d'une assemblée générale. Le conseil n'est pas le lieu de défense des intérêts des actionnaires, même si chaque administrateur ou advisor est bien nommé par l'actionnaire. Une fois qu'il est nommé, cet administrateur, il a bien le pouvoir de défendre, il a le devoir, de défendre l'intérêt de l'entreprise, qui n'est pas la même chose que de défendre l'intérêt de l'actionnaire. Une deuxième idée reçue qu'on entend assez régulièrement, c'est moi, mon entreprise est trop petite, trop jeune, et puis la gouvernance, franchement, c'est une démarche qui est lourde à mettre en place. Alors, quand on démarre une entreprise, on doit d'abord s'interroger sur la forme de gouvernance la plus adaptée aux spécificités de cette étape. Mais une chose est certaine, c'est que tous les témoignages de créateurs, repreneurs qui ont mis en place une gouvernance soulignent quand même l'importance de ne pas rester seul et le fait que c'est un véritable appui. Par contre, il revient bien à chaque dirigeant de définir ses attentes et le type de gouvernance qui lui correspond. Donc, ce n'est pas forcément obligatoirement la mise en place d'un conseil dans les premiers temps, mais ça peut être tout simplement aller dans un réseau d'accompagnement, un réseau d'entrepreneurs ou mettre en place du mentorat. La troisième idée reçue qu'on entend, c'est « je préfère être seul maître à bord ». On a des dirigeants, des chefs d'entreprise qui disent ou pensent qu'il ne peut pas y avoir deux capitaines au sein d'un même bateau. Et quand on parle de gouvernance, on pense tout de suite souvent structure formalisée, statut. Ce sont des outils, mais ils ne sont pas exclusifs. La gouvernance, c'est aussi l'ensemble des supports sur lesquels le dirigeant vient s'appuyer pour prendre des décisions. Donc, il faut bien le rappeler, c'est lui qui reste le décisionnaire final, c'est lui qui tranche, et donc c'est lui qui endosse les responsabilités. Et puis une quatrième idée reçue, alors ça va plutôt faire sourire ceux qui travaillent en famille, la fameuse idée reçue, nous on préfère laver notre linge en famille. Alors c'est de moins en moins vrai quand même, puisque les entreprises familiales s'ouvrent de plus en plus aux administrateurs indépendants. Il faut savoir que les entreprises familiales sont spécifiques de par leur structure actionnariale et leur composition. Et l'erreur la plus fréquente qu'on connaît, pardon, il y a un petit souci, ce sont les aléas du direct. Voilà, les aléas directs. Les erreurs les plus fréquentes qu'on connaisse, et ça c'est quand même assez vrai partout, c'est la prise de décision qui va intervenir soit au moment des dîners, soit au moment des événements familiaux, et plutôt de manière non formalisée. Et donc, le fait de mettre en place des structures formelles de gouvernance et d'associer aussi des membres extérieurs, qu'on va appeler des administrateurs indépendants, aux prises de décision stratégiques, non seulement ça permet de sortir de toutes ces considérations d'affect, mais ça va aussi permettre de faire venir d'autres compétences, d'éviter le repli sur soi, et de se faire challenger.
Donc voilà pour cette première chose. Alors en réalité, la gouvernance et le rôle d'un conseil, qu'est-ce que c'est? La première chose, c'est d'être accompagnant. Quand on met en place un conseil, inévitablement, l'intérêt premier, c'est qu'on bénéficie d'un effet miroir. L'effet miroir, c'est quoi? C'est le rôle du conseil qui va permettre d'aller chercher les signaux faibles, ceux qui vont être annonciateurs de changements, de bouleversements pour l'entreprise. Et au contraire, cet effet miroir, il va avoir des avantages dans les moments de difficulté. Son rôle va plutôt être de montrer les petits coins de ciel bleu, comme le dit Antoine Maillot, ces petits coins de ciel bleu qui vont être annonciateurs de temps meilleurs. Donc plutôt bienveillant dans la difficulté et puis exigeant quand les choses se passent bien. Le deuxième rôle de la gouvernance et du conseil, ça va être d'aider à la stratégie et de faire levier de performance. Certaines entreprises évoluent dans des domaines très complexes et nul ne peut maîtriser à lui seul tous les enjeux d'une entreprise. Donc le fait d'avoir des experts et des administrateurs extérieurs, ça apporte vraiment un éclairage et un soutien sur des problématiques qui vont être à la fois liées au cœur de métier et à celles qui sont connexes. Et ce qu'on note aussi, c'est que la formalisation et la mise en place de tableaux de bord permet de partager aussi plus rapidement une information sous un format lisible pour tout le monde et adaptée au pilotage de l'entreprise. La gouvernance, elle doit être aussi proportionnée et évolutive. En fonction du stade et de la maturité, la composition du conseil va évoluer. Mais dans l'absolu, il devra quand même néanmoins garder en tête quelques caractéristiques au niveau de ses membres, à savoir vérifier qu'il y a quand même bien un sentiment d'appartenance, de la compétence et de l'indépendance. Et puis, la gouvernance et le conseil vont être là aussi pour aider à la pérennité de l'entreprise, puisque quand on est seul, ça a un revers, c'est qu'on arrive à l'âge de la retraite, les seuls interlocuteurs sont les banquiers, les commissaires aux comptes, les collaborateurs, les notaires, et que quand le conjoint demande, ou la conjointe demande quand est-ce qu'on va lever le pied, le fait d'avoir mis en place auparavant un conseil ou un comité, c'est quand même une bonne façon de se poser la question de la suite. Et le constat actuellement, c'est qu'on a quand même 80% des entreprises qui ne survivent pas à leurs fondateurs. Et cette raison, c'est qu'on a des fondateurs et des dirigeants qui sont insuffisamment préparés à la question de la relève. Et donc, le comité va être là pour aider à vous poser ces questions-là. Et c'est une phase critique, la transmission, dans laquelle il est important d'anticiper parce que c'est aussi la période pendant laquelle le successeur va construire sa légitimité. Et en ce sens, la gouvernance, elle va remplir un double objectif, c'est d'associer les futurs dirigeants d'entreprise aux décisions et d'aider le cédant à trouver sa juste place pour qu'il puisse se désengager le moment venu. Et puis, enfin, le dernier rôle, la dernière réalité de la gouvernance, c'est aussi de permettre d'avoir une meilleure responsabilité vis-à-vis des parties prenantes, puisqu'à l'heure des grandes transformations, il n'est plus à démontrer l'importance et l'intérêt d'associer les collaborateurs aux prises de décision, de s'assurer que les politiques de partage sont mises en place et cohérentes avec le projet d'entreprise, et puis d'intégrer la RSE à la stratégie globale de l'entreprise. Donc voilà pour la réalité de la gouvernance. On va passer maintenant du côté des membres de conseil, des administrateurs, pour faire un rapide tour des pratiques qui doivent mettre la puce à l'oreille, qui vont vous permettre de vous dire « Ah oui, tiens, là, il y a un sujet de gouvernance, il y a un sujet de fonctionnement du conseil, il faut que je sois alerté ». Alors, ces signaux, ils sont non exhaustifs, il y en a vraiment beaucoup, donc on vous en a mis quelques-uns, mais bien sûr, ils sont bien plus nombreux. Peut-être ce qu'il faut rappeler en préambule, c'est quand même que le rôle du conseil, c'est avant tout d'avoir le courage de poser les bonnes questions, celles qui peuvent être à la fois très simples, proches de la réalité du client, par exemple, autant que celles qui vont déranger. Un des écueils classiques, c'est le conseil qui ne sera pas assez exigeant, qui va être dans la routine, pour qui tout va bien, ou alors celui qui au contraire va critiquer à tout va et va plutôt épuiser le dirigeant. Donc entre deux, il y a quand même des points d'attention à avoir. Donc ces points d'attention, quels sont-ils? Le premier, ce serait un conseil dans lequel il y aurait une absence de débat. Donc le premier signal d'alerte, ce sera de constater que les options stratégiques de la société ne font jamais l'objet de véritables discussions lors des réunions de conseil. Et là, il appartiendra vraiment aux administrateurs de faire en sorte que l'examen approfondi de la stratégie de la société fasse partie intégrante des préoccupations essentielles du conseil.
De même que pour enrichir les débats, il peut être intéressant ponctuellement de faire venir des experts sur le sujet pour discuter de nouvelles tendances, de tout ça. Deuxième écueil, alors il n'est pas marqué là, mais c'est ce qu'on appelle la suprématie de l'intuition. Il peut arriver qu'on ait une direction générale qui mette en avant sa grande connaissance de l'entreprise et sa force de persuasion pour faire valider un choix stratégique uniquement sur son intime conviction. Parfois résumé à un « je le sens bien ». Donc là aussi, il appartiendra vraiment aux administrateurs de ne pas se contenter de cette intuition, mais d'essayer de la conforter par des arguments qui vont être plus rationnels. Troisième alerte, l'excès ou le déficit d'information. Alors celui-là, il survient lorsque l'administrateur ne dispose pas de l'information nécessaire pour pouvoir se forger une opinion fiable sur les orientations qui vont lui être proposées. Quatrième signal d'alerte, tout ce qui va être du ressort de l'inadéquation entre les ressources et les objectifs. Là, c'est un point crucial pour la mise en œuvre de la stratégie. Il faut bien que le conseil s'assure que l'entreprise dispose des ressources financières et surtout organisationnelles. Le manque de prise en compte de l'environnement, les administrateurs doivent s'assurer que l'entreprise est en prise directe avec son environnement, comme la connaissance du marché, ses évolutions, la veille concurrentielle, les nouvelles technologies. Donc ça, c'est autant de points de vigilance à surveiller. Et puis, dernier élément, ce sont des éléments qui vont toucher à la rémunération du dirigeant. Et là, on va avoir 5 éléments fondamentaux qui vont être à considérer par le conseil. Le premier, c'est le lien entre la rémunération et la performance. Donc ça doit servir de fil rouge à la démarche des administrateurs qui vont vérifier le bon alignement des critères de rémunération avec la stratégie et la création de valeur, le lien entre rémunération et prise de risque, la cohérence de la rémunération avec les autres dirigeants, la concurrence, le marché, la santé de l'entreprise aussi, hein, c'est très important, la transparence de la rémunération, savoir qu'est-ce qui a été mis en place pour le dirigeant, et le caractère raisonnable, on en l'a évoqué là tout de suite, c'est un sujet délicat, alors surtout dans les grands groupes. Et à notre sens, ça relève plutôt de l'éthique de l'entreprise et donc de la responsabilité de la gouvernance. Donc voilà pour ces premiers éléments. Je laisse maintenant la main à Joël pour nous parler des outils juridiques qui vont venir en appui de la gouvernance. Voilà. Merci beaucoup, Caroline. Alors effectivement, quand on parle des outils juridiques de gouvernance, on fait référence à la loi, au code de commerce et plus généralement au droit des sociétés. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont dans ces textes que l'on va trouver les formes juridiques des sociétés qui sont admises en droit français. Et c'est en adoptant la forme juridique que l'on va déterminer les instances de gouvernance qui sont obligatoires. Alors évidemment, il appartient quand même aux dirigeants de donner du relief à sa gouvernance en donnant à ces instances un rôle particulier. Caroline l'a évoqué, l'importance de cela. Mais également en activant ces instances de gouvernance, en les sollicitant, Caroline l'a abordé également, et en choisissant aussi ses membres, à savoir soit pour une expérience particulière, une compétence particulière ou une indépendance, justement. Alors ça, ces instances de gouvernance déterminées par la loi, c'est le kit de base. Après, l'objectif ici, ce n'est pas de vous faire un cours de droit, mais c'est simplement de vous dire en quoi ces instances de gouvernance vont venir avoir une influence sur la typologie de la gouvernance dans l'entreprise. Alors, si on prend les 3 formes juridiques de sociétés commerciales les plus utilisées, que sont l'ASA, la SAS et la SARL, eh bien, on va s'apercevoir qu'il y a des organisations qui sont plus ou moins formelles, notamment dans les SA, et d'autres qui sont beaucoup plus souples, notamment dans les SAS et les SARL. Alors, je vous propose de regarder rapidement ces 3 formes juridiques. Dans la SA dite modiste, l'organe pivot, c'est le conseil d'administration. Qu'elle soit dans sa forme unifiée, c'est-à-dire que le rôle opérationnel, gestion quotidienne de l'entreprise est concentré sur une tête, le président et le directeur général, ou qu'elle soit dans sa forme dissociée, où là, ce rôle-là va être rempli par 2 ou plusieurs personnes, dès lors qu'il y a des directeurs généraux délégués, eh bien, l'organe pivot reste malgré tout le conseil d'administration. Alors, on va dire dans sa fonction traditionnelle, le conseil d'administration est souvent vu comme une courroie de transmission entre ce que fait la direction générale et les actionnaires, puisque c'est le conseil d'administration qui va au final faire un rapport de ce que fait la direction générale.
Et puis, le conseil d'administration, il peut également être vu comme une chambre d'enregistrement. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le conseil d'administration qui va valider les comptes, qui va effectuer tous les contrôles et puis qui va assurer aussi toute la veille en matière de risque. Bon, il a fait d'autres choses, mais voilà principalement les choses. Le conseil d'administration, en fait, il a quand même une vocation beaucoup plus large que ça, puisque sa mission, c'est aussi quand même de fixer les orientations stratégiques de l'entreprise et puis de prendre en charge toutes les questions qui vont être liées à la bonne marche de l'entreprise. Et puis, il va être également en charge de nommer le président ou directeur général. Donc, pour faire simple, bien entendu, et assez concis, le conseil d'administration, la présence d'un conseil d'administration va donner une coloration à la gouvernance assez opérationnelle. On va tourner vraiment sur le fonctionnement de l'entreprise, sur le choix stratégique, etc. Ce qui ne veut pas dire que dans la SA de forme duale, ce ne soit pas le cas. Mais disons qu'on va avoir une autre teinte qui va apparaître. Dans la SA duale, on a deux organes pivots que sont le directoire et le conseil de surveillance. Alors, le directoire va remplir la fonction de gestion opérationnelle de l'entreprise. Et le conseil de surveillance, lui, va avoir cette fonction de contrôle sur la régularité et l'opportunité des actions menées par le directoire. Et puis, c'est le conseil de surveillance qui va nommer les membres également du directoire. Le conseil de surveillance, lui, n'a pas de pouvoir exécutif. Il est juste là pour contrôler. Donc, vous voyez qu'en fait, la gouvernance, elle va avoir une teinte plutôt de contrôle, de supervision, en fait. Je reste extrêmement schématique, hein, bien entendu. Hein. Après, concernant les SA et les SARL, alors là, on va avoir une instance de gouvernance qui va être finalement réduite à sa plus simple expression, dans la mesure où tout va reposer sur les épaules du président pour une SAS et du gérant pour une SARL. Alors, ça présente l'avantage finalement d'être assez simple pour prendre des décisions. En général, on est en accord avec soi-même. D'autant plus si le président ou le gérant est l'actionnaire ou l'associé majoritaire ou qu'il est le seul à bord. Alors là, le fait de prendre facilement des décisions, c'est très bien, c'est très fluide. Par contre, le revers de ça, c'est que souvent, le dirigeant va se sentir très seul face à ses choix. Alors, une fois qu'on a dit ça, le dirigeant a quand même à sa main des outils qui vont l'aider à structurer cette gouvernance. Et ces outils, ils sont valables que l'on soit dans une start-up ou dans une ETI ou également dans une grande entreprise, voire même une entreprise cotée. Ça reste quand même des fondamentaux. Alors, au premier rang desquels, on va trouver, bien entendu, les statuts. Alors là, les statuts, c'est l'acte fondateur, puisque c'est par leur publication, finalement, que la société naît. Et dans les statuts, on va trouver les renseignements juridiques obligatoires, que sont, bien sûr, la dénomination sociale, le siège social, l'objet social. Bon, je ne fais pas le détail de tout, mais on va trouver également la géographie du capital, qui détient, comment, combien. Quand je dis comment, c'est notamment quand on a des titres démembrés. Et puis, on va trouver aussi quelles sont les instances, comment est-ce qu'elles fonctionnent. Et enfin, on va trouver tout ce qui va concerner les assemblées générales, avec leur fonctionnement également, leur convocation, leur délibération, les modalités de vote et de quorum. Donc, vous voyez, les statuts, c'est la carte d'identité de l'entreprise. Et on va dire, c'est le commencement de tout. Après, si on passe au deuxième étage de la fusée, c'est pour ça qu'on vous a fait un petit dessin en forme de fusée, on va passer au niveau du capital de l'entreprise. Et là, on rentre dans le domaine des pactes d'actionnaires. Les pactes, en fait, ils servent à quoi ? Ils servent à régler les rapports entre les associés, mais également des associés vis-à-vis de l'entreprise et vis-à-vis des tiers. Alors, les pactes d'associés, vous connaissez parce que vous en avez probablement un ou plusieurs, soit parce que vous l'avez fait à la création de votre entreprise ou postérieurement, ou même que vous avez déjà modifié votre pacte d'origine. Donc, je ne vais pas non plus être très large sur ce sujet-là, mais quand même vous dire que les pactes d'actionnaires, ça reste un outil extrêmement structurant et extrêmement puissant. Pourquoi ? Parce qu'il va contenir un certain nombre de clauses, et ce sont ces clauses-là, finalement, qui vont permettre d'organiser la détention du capital, mais également les mouvements sur le capital. Quand on dit mouvement, ça va être les entrées et sorties d'actionnaires, ça va être la cession, plus exactement la transmission des titres,
Ça va être également lors d'opérations d'entrée d'investisseurs et notamment de financiers. Ça va être également lorsque l'on a des managers qui vont être intéressés au capital. Et puis, dans ces clauses, on va effectivement trouver aussi des clauses qui vont permettre de faire face à des opérations exceptionnelles dans la vie de l'entreprise. Par exemple, des fusions, des scissions, des réductions ou augmentations de capital. Il y en a plein, donc je ne vais pas tout citer. Attention tout de même à l'abus de clauses. C'est un point qui est important parce qu'à trop vouloir tout prévoir, eh bien, on rend un pacte extrêmement rigide, difficile à comprendre, difficile à mettre en exécution. Et là, finalement, on complique la gouvernance et en plus, ça risque de créer des conflits, des mauvaises interprétations des choses et c'est précisément ce que le pacte ne veut pas. Donc attention à ne pas non plus surcharger le pacte de clauses. Et puis, on peut avoir aussi plusieurs pactes qui vont concerner des personnes différentes. Par exemple, on va avoir des pactes qui vont concerner les fondateurs. Après, on va avoir des pactes qui vont concerner les investisseurs. Et puis, on peut avoir des pactes qui vont concerner justement les managers, lorsqu'on a l'arrivée de managers au capital de l'entreprise. Voilà, donc vous l'avez compris, les pactes, c'est quelque chose d'extrêmement important et à ne pas négliger. Et puis, à côté de ces contrats, de ces actes juridiques, eh bien, on peut également avoir des personnes qui vont venir aider le dirigeant, accompagner le dirigeant. Et ces personnes, on va les retrouver dans des entités que l'on appelle souvent des comités. Leur rôle, ça va être de venir conseiller le dirigeant. Et dans ces comités, également, ils vont servir à challenger le dirigeant dans ses choix, à lui dire ben non, c'est peut-être pas comme ça, ou comment on ferait peut-être les choses de cette façon-là. Donc, ils vont venir l'aider à faire ses choix. Et puis, il ne faut quand même pas l'oublier, dans les comités, l'objectif également, c'est d'apporter aussi de la bienveillance. Parce que le dirigeant, il a souvent besoin aussi d'avoir des gens qui vont l'entourer avec une vue bienveillante, sympathique par rapport à ses actions. Alors, dans les comités, on va trouver des comités qui vont être consultatifs, et c'est notamment ce que je viens de vous dire. Et les membres de ces comités vont être choisis essentiellement pour leurs compétences, leurs connaissances et leurs connaissances aussi spécifiques sur des points très précis. Ce qui laisse à dire que ces comités ne sont pas forcément permanents. Ils peuvent être faits uniquement dans le cadre d'une prise de décision particulière et stratégique de l'entreprise. Et puis, on va avoir également des comités qui vont être plus décisionnels. Et là, on va notamment avoir des comités, par exemple, de rémunération, dont, par exemple, la fonction, ça va être de fixer la rémunération du dirigeant. Et Caroline le disait tout à l'heure que c'était important que cette rémunération ne soit pas contestée. Il va y avoir également des comités de nomination. Qui, à quel poste, comment ? Il va y avoir également des comités plus spécifiques. Alors là, on peut en avoir une foultitude. On va avoir des comités d'audit, des comités de risque, des comités d'éthique, des comités sociaux et environnementaux. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Et puis, on va avoir aussi des comités stratégiques où là, l'objectif, c'est d'apporter une expertise extrêmement pointue sur un sujet sensible. Et on verra tout à l'heure, notamment dans les comités de mission. Voilà, donc ces comités touchent des domaines extrêmement variés. Et peuvent être éphémères ou permanents. Ensuite, au 4e étage de la fusée, on va trouver le domaine des chartes. Et là, les chartes, on va les retrouver essentiellement dans les entreprises familiales. L'objectif, c'est d'organiser les rapports entre les membres de la famille, mais également de la famille vis-à-vis de l'entreprise. Alors, quand on parle de gouvernance d'entreprise familiale, il faut savoir quand même que cette gouvernance, elle va se teinter de sujets qui sont très spécifiques. Et notamment, la gouvernance devra prendre en compte 3 éléments. Le premier, c'est l'existence de facteurs émotionnels. Le deuxième, ça va être l'existence de valeurs liées à la famille. Et le troisième, c'est le facteur temps. Les décisions qui seront prises au sein de la famille ont une vision de long terme. Et tout cela, ce n'est pas forcément compatible avec l'urgence des décisions du quotidien de l'entreprise. Alors, les chartes de famille, en fait, elles sont co-construites avec les membres de la famille.
Et on va y retrouver l'histoire de la famille, ses valeurs, j'en parlais, tout ce qui est l'ADN. Et l'objectif, c'est de permettre à chacun de se référer à ce document pour voir quelles sont les intentions de la famille à l'égard de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on veut en faire? Quelle est la mission de la famille par rapport à ça? Et c'est très important, notamment pour des membres de la famille qui sont éloignés de l'entreprise parce que soit ils n'y travaillent pas, soit parce qu'ils n'ont pas de poste stratégique. Mais c'est également important pour transmettre en fait aux générations futures cette intention de la famille à l'égard de l'entreprise et cette intention de pérennisation de l'entreprise. Voilà, alors je vais m'arrêter là sur les chartes parce qu'en fait, ça fait l'objet de notre prochain webinaire, donc je ne veux pas déflorer le sujet. Alors, voilà, lorsqu'on a défini la gouvernance, regardé à quoi elle sert, regardé les outils structurants, eh bien, la gouvernance, finalement, ça n'est pas quelque chose de statique. Il faut absolument qu'elle évolue avec son environnement et avec aussi sa taille. Voilà, je vais laisser la parole à Caroline sur ce sujet. Merci. Du coup, je vais peut-être passer assez rapidement parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Oui, simplement, pour le visuel est assez parlant. Ce qu'il faut dire, c'est que tout au long de sa vie, de son évolution, l'entreprise va rencontrer différents enjeux de différentes tailles aussi en fonction de sa maturité et que la gouvernance, elle devra être évolutive. Tout à l'heure, on a parlé de gouvernance des sociétés anonymes, donc qui est imposée par le législateur, mais aujourd'hui, la plupart des entreprises sont créées sous la forme de société par action simplifiée qui laisse une grande liberté. Donc, en fonction des phases de maturité, vous voyez le petit cycliste, quand on est d'abord dans une phase de création, d'amorçage, les premiers modes de gouvernance qui vont convenir, ce sont d'abord les pactes d'actionnaires, les statuts, et puis une gouvernance de type mentorat. Quand on va ensuite s'orienter vers des phases d'expansion de croissance, d'ouverture du capital, là, c'est à ce moment-là qu'on garde en base les pactes, les statuts qui sont éventuellement révisés, et on peut commencer à mettre en place des comités stratégiques, les faire évoluer vers des conseils d'administration lorsqu'on va faire rentrer des investisseurs et mettre en place un comité de direction. Et puis, plus on va s'orienter vers des phases de maturité, de consolidation, plus le conseil d'administration va devenir indispensable. Et c'est à ce moment-là qu'on va, comme l'a dit Joël, mettre en place des émanations du conseil d'administration qui vont être des comités dédiés et qui vont permettre à des petits groupes d'administrateurs d'aller travailler sur des tas de sujets stratégiques et de le rapporter en conseil. Et puis voilà, jusqu'à la phase de transmission. Et donc, c'est vrai que ce qu'il faut retenir, c'est que les principes de gouvernance doivent pouvoir s'appliquer à toutes les entreprises, qu'elle est à mettre en place dès la fondation de l'entreprise et qu'elle demeure un fil rouge tout au long de sa vie. C'est un véritable atout pour pérenniser l'entreprise. Et ce qu'il faut retenir, c'est quand même que c'est bien à l'équipe dirigeante de construire sa gouvernance. Voilà, donc sans plus tarder, on va pouvoir passer sur les enjeux de la gouvernance, notamment sur l'avènement de la RSE au cœur de la stratégie de l'entreprise. Merci Caroline. Alors oui, quand on parle des nouveaux enjeux de gouvernance, en fait, on parle des sujets qui sont portés par la société et l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'entreprise, elle doit faire face aujourd'hui à des très fortes attentes de la société. Quand on parle de la société, ça va être le citoyen, le consommateur, les collaborateurs. Je ne sais pas, c'est initialisé. On entend quelqu'un qui a son micro d'ouvert. Ah bah bien écoutez, si je peux. Un petit peu différent. Ouais, ça marche. Donc, je continue. Société civile, on parle de citoyens, de consommateurs, de collaborateurs, mais également de pouvoirs publics, d'ONG, d'instances internationales. Donc, vraiment, c'est très, très vaste. En fait, cette société a de très fortes attentes vis-à-vis de l'entreprise pour qu'elle prenne conscience du rôle qu'elle a à jouer, bien sûr, en matière de défis économiques, mais pas que, en matière de défis sociaux et environnementaux. Donc, il demande à l'entreprise qu'elle prenne sa part du travail, non pas pour résoudre toutes ces problématiques-là, mais en tout cas pour participer à leur amélioration et surtout pour limiter les impacts négatifs sur les générations futures. Alors, ça touche tous les pans de l'économie, que ce soit l'alimentation, la santé, les transports, l'habitation, et également la finance par intermédiaire de l'ISR. Alors, quels sont ces défis? On vous en a pris, on n'est pas exhaustif, il y en a plein d'autres. Mais c'est déjà pour faire un petit panorama. Alors déjà, c'est la prise en compte du climat. Alors quand on dit ça, prise en compte du climat, c'est la résolution, bien sûr, la réduction, de l'empreinte carbone. C'est également l'utilisation raisonnée des ressources.
Et puis, ça va être également l'orientation de la recherche et développement des entreprises vers des progrès dans le domaine des technologies, le domaine des matériaux et dans le domaine des produits pour qu'ils soient plus innovants de ce côté-là. Et puis, plus généralement, on a des sujets qui se sont développés dans ce qu'on appelle le développement durable, ou plus exactement, maintenant, on entend beaucoup parler d'économie circulaire. Alors, ça va concerner quoi? Le recyclage des matériaux, la réutilisation des biens, mais également la conception des biens dès l'origine pour prévoir leur réutilisation future. Et pour vous citer juste rapidement un exemple pour illustrer mon propos, on a par exemple la société Omni United qui est fabricant et distributeur de pneus et qui a fait une collab avec Timberland pour que dès la conception du pneu, il y ait en fait des dessins très particuliers pour que, une fois usagés, ces pneus soient recyclés par Timberland pour faire des semelles de chaussures. Voilà un exemple de collaboration dès l'origine et de reconception en fait des choses, réutilisation des choses. Et puis il y a aussi tout ce qui va être valorisation des déchets et des rebuts. Et on aura, pour vous citer des exemples pour être parlant, on a Veja qui va par exemple utiliser des déchets de maïs pour faire des baskets. On va avoir Balzac qui va utiliser ses propres rebuts de ses collections pour refaire des accessoires et des vêtements en tissu et en cuir. Voilà. Et puis on va avoir également la prise en compte de tout ce qui est plateforme en fait, de consommateurs, la mise en relation de consommateurs pour envisager une seconde vie aux produits. Donc voilà, ça c'est un enjeu qui touche les domaines sociaux, plus exactement environnementaux. Et puis après, on va avoir d'autres défis qui concernent la transparence et la communication des informations. Alors la transparence sur les informations financières, ça on a l'habitude, mais ça va être également la transparence sur tout ce qui est process, tout ce qui est intention et valeur de l'entreprise. Il va y avoir également les conditions de travail, tout ce qui est déontologie et éthique. Et ça sert à quoi en fait plus l'importance et plus la régularité des informations données par les entreprises va être bonne, en fait, et plus, en fait, il va y avoir un climat de confiance qui va s'instaurer et ça va rassurer l'opinion publique. Donc ça aussi, c'est un enjeu au niveau de la gouvernance. Après, il va y avoir un quatrième pôle qui est la prise en compte des parties prenantes. On l'a un petit peu abordé tout à l'heure. Mais c'est faire attention en fait à toutes les personnes qui sont en relation avec l'entreprise et pour lesquelles les décisions de l'entreprise vont avoir un impact, et d'ailleurs inversement. Ça va passer d'abord par un respect finalement des équilibres entre ces parties prenantes. Si je cite là un exemple aussi, c'est notamment dans la fixation d'un prix. Aujourd'hui, on va faire attention à ce que ce prix finalement convienne et respecte tout le monde, du producteur jusqu'au consommateur. Ça va être également la promotion du Made in France. Bon, il y a plein d'autres domaines. Et puis, ça va être aussi associer les parties prenantes à la décision. Pourquoi? C'est pour s'assurer de leur engagement et du coup, d'avoir des décisions qui sont plus facilement prises, excusez-moi, c'est parce qu'on va très vite, plus facilement prises et donc d'avoir une gouvernance qui va être efficace. Et puis, il va falloir également regarder tout ce qui est réseau d'influence et les pouvoirs qu'ils ont en fait sur tous ces domaines. Autre point, ça va être le partage de la valeur ajoutée. Là, je vais aller très vite. On a l'équilibre entre le facteur travail et la rémunération et le facteur capital qui est le dividende. Ça, on a l'habitude, mais ce n'est pas que ça. Ça va être aussi la promotion et la responsabilité, l'autonomie des collaborateurs. Et puis, il va y avoir également tout ce qui est partage de capital. Ce sont des vrais sujets aujourd'hui, avec notamment les managers clés à l'entreprise qui participent à la valorisation de l'entreprise. Alors, vous voyez, le champ est énorme et l'impact, en fait, sur la gouvernance est vraiment décisif. Très rapidement, j'en terminerai par là. Comment l'entreprise, en fait, peut faire face, peut répondre à ces enjeux? D'abord, en se fixant et en répondant à des critères ESG, qui sont vraiment des critères en fait, qui vont prendre la mesure de tous les engagements RSE de l'entreprise. Ça va être également dans la mesure de l'impact de leur engagement pour pas que ça reste simplement à l'état d'intention. Et puis, ça va être aussi tout ce qui est gouvernance partagée, alors sans aller dans les modèles holocratiques tels qu'on l'a vu tout à l'heure ou sociocratiques. Ça va être également, et ça ne vous aura pas échappé parce que les médias en parlent énormément, tout ce qui va concerner la volonté des entreprises de prendre un statut d'entreprise à mission et d'insérer dans leur statut
une raison d'être. Alors, la raison d'être, ce n'est pas nouveau. Il y a des entreprises qui ont ça depuis longtemps. On parlait de Danone tout à l'heure, ça fait 15 ans qu'ils ont une raison d'être. Néanmoins, ils viennent de prendre le statut d'entreprise à mission qui a été autorisé par la loi Pacte de mai 2019. Donc, prendre ce statut-là, c'est un réel engagement qui s'affiche à tout le monde, qu'on a vraiment des intentions et qu'on se donne des missions à réaliser parce qu'on va être évalué sur ces sujets. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que le temps tourne. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est maintenant, c'est de répondre à vos questions. Alors, je vois que Germain est connecté, qui va être notre animateur. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. Super. Merci Joël et Caroline pour vos présentations. Alors, pour le moment, pas de questions dans le chat. C'était très clair. Du coup, on va attendre une petite... mais... On tient les délais. Oui, le format ne nous permet pas non plus de développer tous les sujets, donc on s'excuse par avance si sur certains sujets on vous a paru un petit peu c'est en survol, hein, c'est sûr. Légère. Oui. Voilà. Premier épisode d'exploration. Du coup, on va attendre une trentaine de secondes pour voir si une question arrive dans le chat d'un de nos participants. Même en mode télégraphique, hein, si vous voulez aller plus vite, parce que des fois, quand on veut taper une question trop longue, on coupe avant. Donc, une question de Florence qui souhaiterait savoir qui accompagne ces... Alors, je ne sais pas s'il y a une faute de frappe. Ces problématiques, pardon, qui accompagne ces problématiques de gouvernance dans les entreprises? Alors, nous, on peut. En l'occurrence. On peut, mais pas que, évidemment. Hein, on va avoir tous les conseils habituels qui tournent autour du dirigeant. Mais justement, on va dire que c'est dans plusieurs têtes qu'on arrive à quelque chose de vraiment abouti et construit. C'est d'abord dans la tête du dirigeant, mais qui va nous les soumettre finalement et avec lequel on va co-construire. En fait, il y a plusieurs sujets. Vous pouvez construire votre... Pardon, excusez-moi, mais on prend des bonnes habitudes. Hein. Vous pouvez construire votre gouvernance à plusieurs niveaux. Vous pouvez la construire avec l'aide de votre établissement bancaire lorsque vous allez avoir une opération de private equity. Vous pouvez faire le choix d'aller chercher des administrateurs indépendants pour construire votre gouvernance. Bah là, je suis désolée, alors c'est vraiment... C'est l'enfer, ce masque. Là, je pense que les gens vont bien rire. Voilà, c'est super. Est-ce comme ça, c'est pas grave? Non, je vais pas. Ah là là, pardon, excusez-moi. Pardon, excusez-moi pour ce moment gênant. Oui, alors vous pouvez construire votre gouvernance. Typiquement, nous, c'est ce qu'on fait dans la gouvernance. On vous aide, vous accompagne sur votre gouvernance familiale, mais aussi sur la recherche d'administrateurs indépendants. Votre notaire peut être un conseil, vos avocats également. Voilà, vous pouvez aussi aller dans des réseaux d'accompagnement type réseau entreprendre. Les cercles type le CJD peuvent être aussi des formes de gouvernance. Tout dépend vraiment de ce que vous souhaitez et voulez mettre en place. Le mieux, c'est vous venez nous en parler et on vous aidera. Voilà. Alors, une question de Vincent. Dans le cadre d'une reprise d'entreprise indépendante, à quel moment monter sa gouvernance et quel type? Alors, monter la gouvernance, c'est tout de suite. Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure en fait. Si vous êtes, Vincent, je sais pas où il en est précisément dans le stade de son entreprise. C'est sûr que s'il est tout de suite en phase de création, ce qui va être important pour lui dans les premiers temps, c'est plutôt d'aller vers du mentorat, un réseau d'accompagnement. Si son modèle économique commence à tourner, qu'il a ses premiers clients, là, ce qui peut être intéressant pour lui, c'est de commencer à mettre en place un comité stratégique dans lesquels il va faire venir, alors pas trop de monde, hein, c'est 3 personnes qui vont être savamment choisies, qui vont être plutôt indépendantes. On évite les amis qui peuvent avoir trop de proximité, qui vont pas forcément avoir le courage et suffisamment d'indépendance pour vous dire que vous faites fausse route. Et vous pouvez commencer comme ça avec un conseil. Et puis, plus votre entreprise se développera, plus vous
vous agrémenterez ce conseil de personnes extérieures, vous passerez sur une forme beaucoup plus structurée, type conseil d'administration. Mais ce qu'on dit là bien, c'est que la gouvernance, elle peut prendre plusieurs formes. Donc, au début, on démarre avec de l'accompagnement des réseaux, du mentorat. Et puis, une fois qu'on a son business model qui est bien rodé, on passe sur un comité un petit peu plus structuré, avec des rites et des rythmes. Ça, je crois que c'est quand même très important. C'est de prendre tout de suite les bonnes habitudes, donc de fixer un calendrier et de s'y tenir, à la fois côté dirigeant et à la fois côté advisor ou administrateur, de préparer ses séances, de communiquer sur les documents. C'est vrai que tout à l'heure, on a parlé des signaux d'alerte qui se faisaient beaucoup quand même plus référence à un conseil d'administration, conseil de surveillance sur des boîtes, on va dire, un peu plus structurées. Mais ce n'est pas parce qu'on est une jeune entreprise qu'on ne doit pas prendre tout de suite les bonnes habitudes. Merci Caroline. Choix, effectivement, dimensionnement. Oui. Alors du coup, je pense qu'on a encore le temps pour prendre une dernière question avant de passer on va dire, au point essentiel à retenir de ce premier épisode. Écoutez, je vous propose, Caroline et Joël, de présenter votre dernière slide avant de lancer le sondage avec votre feedback. Merci. Oui. On vous a mis une liste des points à retenir. Là encore, ils ne sont pas exhaustifs, mais vraiment, les messages qu'on veut vous faire passer, c'est qu'il faut trouver son tempo de gouvernance. Donc, on vient de le dire, ça ne sert à rien de mettre d'emblée un conseil d'administration de 20 personnes si vous venez juste de créer votre entreprise. Bien vous rappeler que structurer votre gouvernance, ça va être un appui pour vous en tant que dirigeant. C'est pas le tout d'avoir une gouvernance, il faut l'activer. On voit parfois, c'est quand même assez rare, mais des gens qui disent oui, moi j'ai un comité, mais le comité fonctionne jamais. Et surtout ne pas le faire seul. Je pense que ça peut être bien d'aller prendre des recommandations autour de vous, que ce soit d'autres dirigeants, d'autres entreprises, d'autres personnes aussi, vos conseils. Auditer régulièrement sa gouvernance, je pense que ça fait partie des points aussi. On n'en a pas tellement parlé, mais la gouvernance devant évoluer, faire le point régulièrement sur l'adaptation de la forme de son conseil, le fonctionnement, diagnostiquer aussi le fonctionnement interne et s'auto-diagnostiquer aussi en tant qu'administrateur. Oui, c'est ça. Est-ce que le conseil fonctionne bien? Est-ce que les administrateurs posent les bonnes questions? Est-ce qu'ils préparent les séances? Est-ce qu'ils sont plutôt dans l'absentéisme ou est-ce qu'ils sont là? Voilà, tous ces sujets-là. Voilà, on l'a dit tout à l'heure, adapter sa gouvernance aux enjeux, ça devient un incontournable. Vous ne pouvez plus maintenant ne plus avoir en tête les transformations sociales, environnementales. On n'en a pas parlé, mais tout ce qui touche au digital. Alors, beaucoup d'entreprises ont été prises de court avec la pandémie. Je pense que celles qui avaient déjà un conseil mis en place en seront certainement mieux sorties parce que elles avaient déjà été prévenues de la nécessité de prendre la mesure sur ces sujets-là. Mais on voit qu'il y a encore des sujets qui sont insuffisamment traités dans beaucoup d'entreprises, y compris des grandes ETI. C'est le sujet de la cybersécurité où on entend des dirigeants qui disent oui, mais chez nous tout va bien, on a un DSI. Et puis en fait, quand on creuse, on se rend compte que les sujets sont mal connus, mal maîtrisés. Et puis dans les derniers points, ce qui est quand même important, moi je crois, parce que je suis aussi administratrice dans un groupe familial, je crois vraiment à l'importance de faire venir des administrateurs indépendants parce que alors dans les entreprises familiales, ça permet de sortir de sujets d'affect et puis vraiment on amène de la compétence. Dans des entreprises qui seraient non familiales avec des investisseurs, des banques d'ailleurs, l'administrateur indépendant parfois il va servir aussi, il va faire le tampon entre le dirigeant et l'investisseur parce que tout ne se passe pas toujours très bien. Parfois il peut y avoir des incompréhensions, des problèmes de communication. Donc la personne elle va être là pour ça et puis pour amener aussi son objectivité. Et puis je pense que c'est important de communiquer sur la gouvernance qui est mise en œuvre. Comme le disait Joël, quand on fait les choses bien, alors il ne s'agit pas de communiquer pour communiquer, bien entendu. Mais simplement, aujourd'hui, je pense que c'est un argument de réassurance auprès des clients, des consommateurs, des fournisseurs. Donc, quand on fait les choses bien, il ne faut pas hésiter surtout à en parler autour de soi. Voilà. Écoutez, merci beaucoup de
nous avoir suivis sur ce webinaire. Vous l'avez compris, hein, la gouvernance a de multiples facettes. Ce n'est pas une potion magique à tout crin parce qu'il faut la construire. Et puis, encore une fois, chacun a, le gouvernant, le dirigeant a à sa main pour construire sa gouvernance. Alors, si je puis me permettre, on va lancer le sondage. Donc, la parole est aux participants. C'est parti, afin que vous puissiez exprimer votre ressenti en 3 questions donc, sur ce premier épisode. Allez. Donc, ça vote, super. On va laisser encore une quinzaine de secondes. Bon, a priori, pas de souci. Hein, c'est plutôt. Les retours sont même très bons. Bon, c'est plutôt rassurant. Bon, super. Ok, donc je mets fin au sondage. Je partage les résultats. Donc, effectivement, il y a une question, mais je pense que Caroline et Joël, qui vont conclure, vont annoncer la prochaine date du webinaire. Donc voilà, merci pour vos réponses à ce sondage. Je laisse la parole à Caroline et à Joël pour la conclusion. Merci. Alors, la conclusion, on l'a un petit peu faite quand même. Simplement, la prochaine date du webinaire, c'est le 18 février et ce sera sur les chartes familiales. Voilà. Donc, c'est plutôt vraiment, là, on va être très spécifique sur les entreprises familiales. Donc, parlez-en autour de vous parce que c'est un vrai sujet. Les entreprises familiales sont de plus en plus nombreuses à intégrer cette dimension qui est importante, c'est de vraiment aligner la famille, aligner les actionnaires avec la stratégie de l'entreprise. Donc, on parlera aussi de ces sujets-là. On ne va pas parler que de charte familiale, mais aussi de tout ce qui entoure, aussi de best practice. Quelque part, il y a quand même un sujet autour de ça, parce qu'il en va quand même aussi du taux de transmission des entreprises et de la réussite de poursuite sur plusieurs générations. Donc, venez nombreux, ce sera vraiment passionnant. Merci beaucoup. Merci à vous. Excellente journée. À très vite. À bientôt. Au revoir.